Bonjour. Alors moi je vais vous parler effectivement de ce qui ressort, donc des apprentissages en ce qui concerne le stockage, qui ressortent de l'étude 100% énergie renouvelable, qui a été donc publiée au mois d'octobre cette année. Alors un tout petit rappel sur cette étude donc, qui se place à un horizon lointain, qui est une étude exploratoire dans laquelle on part de la feuille blanche, on construit un mix optimum d'un point de vue économique pour la collectivité en partant de la feuille blanche à l'horizon 2050. Donc par rapport à ce qui a été fait précédemment à l'étude PEPS, on est toujours sur la même méthode, c'est-à-dire on est d'un point de vue économique. En revanche, on n'est plus sur un raisonnement à la marge, on prend bien le système dans son ensemble et on prend en compte les capacités de stockage et leur influence sur le mix résiduel. Et on est à un horizon plus lointain, donc avec des perspectives de baisse de coûts plus importantes. La question à laquelle on veut répondre, c'est donc existe-t-il un ou plusieurs mix très renouvelables, 100% renouvelables ou moins, qui permettent donc d'équilibrer l'offre et la demande à un pas horaire à cet horizon lointain. La question, on se la pose, toutes technologies confondues, on se la pose au niveau territorial, en souhaitant identifier les mix dans chaque région, et puis on se la pose en mettant en concurrence les différentes capacités, enfin les différentes filières renouvelables entre elles, le stockage et le développement réseau. Et donc on s'est appuyé sur le logiciel d'Artelis, sur les travaux d'Armin et de Énergie Demain pour répondre à cette question. Les grands apprentissages de cette étude, très rapidement, c'est qu'il existe plusieurs solutions au problème selon les hypothèses d'entrée. Il y a de grandes incertitudes sur les évolutions des technologies, sur l'acceptabilité sociale, sur un certain nombre de critères à cet horizon 2050. Et donc l'ADEME, dans cette étude-là, identifie plusieurs mix qui permettent de répondre à cet équilibre horaire à cet horizon lointain. Ces mix, donc, ils ont été testés au pas horaire sur plusieurs années météo. Leur point commun, c'est toujours de reposer massivement sur les deux technologies les plus matures aujourd'hui, le photovoltaïque et l'éolien. Deuxième grand résultat, un résultat économique, c'est la relative indépendance du coût par rapport au taux d'énergie renouvelable. On a testé différents mix optimaux à 40% d'énergie renouvelable, à 80% d'énergie renouvelable, à 95% et à 100% d'énergie renouvelable. Finalement, le coût global de l'énergie produite est relativement indépendant de ce taux. Alors ça tient bien sûr aux hypothèses de coût des différentes filières qu'on a retenues, mais c'est quand même un résultat assez structurant. Et au contraire, le coût de production de l'énergie dépend plus d'autres facteurs externes, tels que la maîtrise de la demande d'énergie, la maîtrise de la pointe en particulier, mais également les progrès technologiques, et puis le dernier, l'acceptabilité sociale, qui peut avoir un impact important sur la qualité des gisements qu'on peut solliciter. Alors ensuite, le stockage, je vais y revenir, il faut le développer, ainsi que la flexibilité, donc c'est les transparents suivants. On a également mis en évidence la complémentarité entre les filières. On n'installe pas que la filière la moins chère, il y a vraiment une importance dans un mix très renouvelable à profiter de la complémentarité des profils de production des différentes filières, des énergies marines, de l'éolien, du photovoltaïque, ont des profils très particuliers, complémentaires, qui apportent chacun de la valeur au système. Et enfin, on a pris en compte donc, une modélisation au niveau régional qui aboutit à une augmentation, à un besoin d'augmenter les capacités du réseau interrégional, donc du réseau de transport, on va dire de façon plus simple. Donc développer le réseau permet d'amoindrir le coût d'un tel système, puisque développer le réseau permet de mutualiser les potentiels, de profiter des énergies renouvelables là où elles reviennent les moins chères à produire. Et au final, on aboutit à un juste équilibre finalement entre développement réseau et production locale. Donc la transition énergétique ou un mix très renouvelable, les territoires énergie positive, tout ça nécessiteront, et ça reprend peut-être aussi la question de tout à l'heure sur l'indépendance de l'autoconsommateur. Je ne crois pas qu'on fasse un mix très renouvelable en autarcie. On a bien besoin du réseau pour, en tout cas, si on veut minimiser le coût. Alors, quelques illustrations de ces résultats-là. Alors, les deux camemberts en haut montrent deux mix
donc en térawattheure dans les camemberts, hein, entre un cas sans contrainte particulière à gauche et puis un cas où l'acceptabilité sociale est plus faible à droite. Donc on obtient, avec une acceptabilité sociale plus faible, des technologies terrestres, donc l'éolien et le photovoltaïque notamment. On a les centrales au sol photovoltaïque, on a un mix qui est assez différent, un peu moins basé sur l'éolien, avec davantage de photovoltaïque en toiture, et puis on voit apparaître en bleu clair, je sais pas si non, c'est pas grave, en bleu clair sur la droite, donc des énergies marines qui, dans le cas de référence, n'entrent pas dans le mix parce qu'elles sont trop chères. Tout ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de place pour les énergies marines en France, mais bien que selon l'avenir, selon les contraintes et les paramètres d'entrée qu'on fixe au modèle, eh ben, la place des différentes énergies est différente. Néanmoins, on est toujours quand même majoritairement basé sur le photovoltaïque et l'éolien. Alors, on a fait tout ce travail au niveau régional et au niveau horaire. Ce sont les petites illustrations du bas qui sont disponibles intégralement sur le site mixenr.adem.fr. Vous pouvez visualiser heure par heure l'équilibre horaire d'un tel mix pour toute la France. Alors maintenant, si on parle plus spécifiquement du stockage, on a mis en concurrence, comme je vous le disais, la flexibilité de la demande et trois technologies de stockage, un stockage infrajournalier, un stockage hebdomadaire, un stockage intersaisonnier. Donc tout ça est bien entendu pas délié de sens ou pas délié de l'étude PEPS à laquelle l'ADEME avait participé au financement. Ce que je vous montrer sur la courbe de gauche, c'est déjà un grand changement par rapport à aujourd'hui. Vous avez ici en noir la courbe de demande, qui est la courbe de demande après placement de certains usages pilotables, tels que l'eau chaude sanitaire et tels que la charge des véhicules électriques. Donc le modèle place de façon optimisée chaque jour un certain volume d'énergie lié à ces deux usages. Et on voit que, alors qu'aujourd'hui, cet usage, notamment l'eau chaude sanitaire, est placé la nuit, parce que ça correspond à l'optimum pour notre système électrique, à cet horizon-là, avec énormément d'énergie renouvelable, un jour très ensoleillé, le système recrée une pointe. La pointe du système est finalement une pointe, on va dire pas naturelle, mais qui est une pointe créée par le système à midi pour absorber notamment l'énergie photovoltaïque qui apparaît en jaune. Voilà, alors ensuite, ce qu'on va voir sur le transparent suivant, c'est que les différentes technologies de stockage répondent finalement à différents besoins et leur part dépend du taux d'énergie renouvelable. Donc, dans l'étude PEPS, finalement, on avait montré qu'à l'horizon 2030, il y avait une certaine compétition entre un stockage infrajournalier et un stockage hebdomadaire, et que finalement, à cet horizon-là, c'était plutôt le stockage hebdomadaire qui avait du sens pour la collectivité. Il y avait environ 2 gigawatts de stockage hebdomadaire qui a été mis en évidence. Dans cette étude-là, quand on regarde les différents taux d'énergie renouvelable et les mix optimaux qui ressortent pour ces différents taux, on a une part différente des différents types de stockage. Donc le stockage intersaisonnier en rose pâle, le stockage hebdomadaire en violet et le stockage infrajournalier est en rose foncé, on va dire. Premier résultat qui, vraiment dans la droite ligne de l'étude PEPS, c'est qu'on constate que le stockage infrajournalier se développe main dans la main, on va dire, avec l'énergie photovoltaïque. Alors au-delà d'une certaine quantité de photovoltaïque, hein, là on est toujours au-delà de 20 gigawatts de photovoltaïque. Et quand on regarde ce qui se passe dans tous les cas, on a vraiment le stockage infrajournalier qui se développe en même temps que le PV. Le PV, au bout d'un moment, quand il sature la demande à midi, forcément, soit il faut l'évacuer dans les régions voisines, soit il faut le stocker pour l'utiliser plus tard. Donc c'est un peu ce message, et on culmine donc à 100% renouvelable avec 12 gigawatts de stockage infrajournalier qui peuvent être des batteries ou qui peuvent être des stockages par air comprimé. Alors c'était les hypothèses qu'on avait retenues au début de l'étude, d'avoir des métatechnologies de stockage. Bon, il se trouve qu'aujourd'hui, avec les baisses de prix des annonces sur les batteries, on serait davantage sur des technologies batteries. Le stockage intersaisonnier, au contraire, donc qui correspond à une technologie power to gas, lui, n'est nécessaire qu'au-delà de 95%, enfin au-delà de 80% d'énergie renouvelable. En deçà, en fait, il n'y a pas besoin
de stockage intersaisonnier. Alors ça c'est lié, et je pense que monsieur Reich en parlera cet après-midi, ça c'est lié à une hypothèse forte qu'on a fait dans l'étude, c'est que le gaz de synthèse qui est éventuellement fabriqué par une source électrique n'est valorisable économiquement que pour refaire de l'électricité. C'est une contrainte qu'on a fixée dans notre étude. Alors bien entendu, c'est une contrainte forte. L'idée était de ne pas, en tout cas de dimensionner un mix au départ, qui serait un mix électrique, sur le seul périmètre de l'électricité pour éviter d'avoir éventuellement des capacités installées encore plus importantes. Néanmoins, la question a de l'intérêt, et c'est certainement pour d'autres usages que celui de l'électricité que le power to gas se développera. Je pourrais revenir, s'il y a des questions, sur la question de la flexibilité dynamique de la demande, mais vraiment c'est un point qu'on a mis qu'on a regardé avec précision, la flexibilité dynamique de la demande, quelle valeur elle apporte par rapport au stockage infrajournalier. En fait, on aboutit à peu près à des services équivalents pour un coût à peu près équivalent à cet horizon. Et enfin, donc j'ai juste un transparent pour illustrer un peu la finesse du modèle, alors même si pour le fond de ça sera peut-être un peu lointain. Sur la partie gauche, sur la partie haute, vous avez l'empilement des différentes filières de production, donc avec en vert tout ce qui est éolien, en jaune tout ce qui est solaire, en bleu tout ce qui est hydro. Et la courbe de demande, pardon, ici le pointeur fonctionne. La courbe de demande, c'est le trait noir qui se trouve ici. Et puis sur la partie basse, vous avez comment se fabrique la demande, justement. Puisque dans la demande d'énergie, il y a une partie non pilotable, subie, qui est en violet foncé. Il y a une partie, effaçable qu'on n'a pas effacée. Il y a une partie qu'on peut piloter. Donc c'est l'eau chaude sanitaire et les véhicules électriques en partie. Donc on voit que c'est cette partie rose pâle qui en fait à chaque fois, tous les jours où il y a du soleil, elle est placée intelligemment en face du soleil. Et après il y a des reports d'effacement. Donc ça c'est le rose foncé ici. On constate que quand on a effacé pour passer quelque chose le matin, il y a des reports à la pointe le midi, et il y a aussi du report le soir ou pendant la nuit quand on a effacé la pointe du soir. Donc ça c'est assez intéressant, donc, notamment parce qu'on constate vraiment que le modèle place tous les jours les usages déplaçables au bon moment. Ensuite, ce que je voulais vous montrer, c'est finalement comment on arrive à un dimensionnement du stockage aussi faible. Parce que quand on regarde les études qui sont faites en Allemagne sur des questions équivalentes, l'Allemagne fait environ tous les ans des études 100% ENR, elle en publie peut-être une par an, alors que quand on en fait une en France, ça fait un peu de bruit, mais voilà, c'est quand même une habitude en Allemagne. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a souvent plus de stockage que ce qui ressort dans notre étude française. Alors on s'est lié déjà à la flexibilité du système français, ça c'est un fait, mais également certainement aussi à l'intelligence en fait du modèle, sans vouloir faire la pub du modèle d'Artelis, mais ici on constate par exemple que alors que la demande n'est pas très élevée, on déstocke de l'intersaisonnier en plein midi, alors qu'on a déjà plein de soleil et que la demande est couverte. Donc qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on fait ça? En fait, on fait ça pour recharger, en fait ça se voit ici, hein, c'est le violet clair, pour recharger les moyens de stockage de court terme et hebdomadaires qui sont ensuite utilisés en soirée et dans la nuit, enfin plutôt en soirée d'ailleurs, pour passer les pointes. Et donc ça, c'est clairement un moyen d'optimiser la capacité globale, puisqu'en fait, on a une capacité de stockage intersaisonnier qui permet de recharger des batteries et des steps, hein, ce qui est fait d'ailleurs des fois aussi dans le système actuel. Hein, les steps fonctionnent la plupart du temps au nucléaire, mais à l'horizon 2030, on pourrait imaginer que des fois, elles seraient rechargées avec d'autres énergies. Et là, donc, on voit vraiment comment optimiser un peu ces capacités quand on regarde ça très finement et bien évidemment en regardant les capacités en terawattheure de tous ces moyens-là. Voilà, j'en dis pas plus pour l'instant. Super, très bien. Il y a pas de... Merci David Marchal. Donc, cette présentation met en évidence sans surprise que plus l'intégration des renouvelables est importante dans le mix électrique, plus les besoins de stockage sont évidents. Et par ailleurs, par rapport à la présentation de l'étude PEPS, il y a un nouveau besoin de stockage qui a été mis en évidence, c'est le stockage intersaisonnier.